Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision, ouvrant ce journal par les territoires de Massissi au Nord Kivu, où le combat est de plus en plus intense dans la nuit de dimanche à ce lundi entre les rebelles du M23 et les groupes autodéfense de Wazalendo. L'alerte est de la société civile locale qui fait état de mouvements de fuite de la population. Télésphore Mine qui, rapporteur de la société civile dans le Massissi, appelle l'armée congolaise à mettre fin au cessez-le-feu et d'empêcher la progression de ces terroristes. Les affrontements de ce dimanche 5 novembre 2023 entre les terroristes du M23 et les jeunes résistants patriotes dits communément Wazalendo sur plusieurs fronts dans la chefferie de Bachali en territoire de Massissi ont permis au M23 de réoccuper encore une fois d'autres localités au-delà de la cité stratégique de Kichanga. Et du coup, ils sont arrivés à Burungu, et ils ont fait irruption vers Rushebeshi, Nyakabingu, Kabalekasha, et ces mêmes terroristes ont dans leur viseur, en tout cas, ont dans leur viseur d'autres grandes agglomérations du territoire de Massissi, sur l'axe Kibarizo, Busumba, et sur l'axe Kilolirwe, et même dans leur collimateur odieux, encore une fois, la cité de Mouchaki, pour couper ainsi encore une fois la circulation sur la route provinciale qui relie la ville de Goma au territoire de Massissi et de Walikale. Et que donc, il y a lieu que nous puissions interpeller encore une fois la particulière attention des responsables de la gouvernance sécuritaire congolaise, c'est-à-dire le gouvernement congolais, parce que d'autant qu'on continuera à parler du fameux cessez-le-feu pendant que les agresseurs et les envahisseurs ne cessent en tout cas de poursuivre leur périple diabolique, ça voudrait dire que la République démocratique du Congo se verra toujours, en tout cas, menacée à outrance. Et cette menace qui reste permanente donne, en tout cas, donne l'occasion, à partir de ces silences, donne l'occasion à ces terroristes du M23 de mettre en moule alors tous les secteurs de la vie du peuple congolais. Toujours au Nord Kivu, la MONUSCO et les FARDC ont lancé vendredi l'opération Spearbook, objectif sécuriser la ville de Goma et la cité de Saké contre toute attaque des terroristes du M23, une décision qui ne passe pas au sein de la société civile locale. D'après Marion Gavo, président de la société civile de Goma, cette opération a pour objectif d'affaiblir le Wazalendo qui monte en puissance. Cet acteur de la société civile appelle le gouvernement et la population à la vigilance sur cette opération. Nous voulons intervenir par rapport à l'opération qui s'est dénommée Springbook pour sauver Saké et Goma de l'agression du M23 RDF. Et la société civile de la ville de Goma et les mouvements citoyens voulaient dire pourquoi aujourd'hui et pourquoi seulement Saké et Goma. Après un mandat de 22 ans, et quand on prenait toutes les entités à partir de Bunagana, et quand les ADF prennent aussi les entités tuent, persécutent au niveau de Beni, pourquoi seulement aujourd'hui? Nous pensons que le commandant des opérations de la MONUSCO Ontario doit canaliser sa communication sur la paix globale et la sécurité. Nous demandons aujourd'hui que le gouvernement puisse, n'est-ce pas, être vigilant et que cela ne soit pas un moyen, n'est-ce pas, de vouloir affaiblir les Wazalendo. Reste encore dans cette partie du pays, dans le but d'aider les élèves déplacés suite à la guerre d'agression et de contribuer avec le cours. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a construit des écoles au site de Boulongo, situé à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Goma, sur financement du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation aux déplacés des guerres de cette école. Les déplacés des guerres, ces écoles ont été remis aux bénéficiaires par la conseillère principale du gouverneur militaire en charge de l'éducation.
La remise de cette infrastructure scolaire en faveur des écoliers déplacés du site de Boulengo est une réponse au plaidoyer du gouverneur militaire du Nord Kivu, explique Priska Luanda Kamala, sa conseillère principale en charge de l'éducation. Ici à Kinshasa, au nom de son excellence monsieur le gouverneur de province, le général-major général Mouba Pierre, dans le secteur de l'éducation, pour montrer au ministre national de l'EPST la situation que traversent les enfants déplacés dans les camps des déplacés. Et nous profitons de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les soucis qu'il éprouve au secteur de l'éducation et de voir tous les enfants congolais aller à l'école. Le directeur général du Fonds pour la promotion de l'éducation et de la formation remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui se soucie des enfants du Nord Kivu, malgré la guerre à répétition. D'abord, je remercie le chef de l'État qui a le souci de chaque enfant congolais en matière d'éducation, pour l'éducation en urgence des enfants déplacés de guerre. Et la DGA de cette même institution a pour sa part lancé un message d'espoir à l'occasion. Madame Julie Tshilombo. Je dirais en qualité de mère qui a toujours de l'espoir. Donc tenez bon, prenez courage. Le président de la République a fait ses promesses et tient fermement à l'éducation de nos enfants ainsi qu'à leur bien-être. On n'oubliera pas les enfants du Nord Kivu. Pour le représentant du ministère de l'EPST, la joie est de voir le projet du chef de l'État, celui de la gratuité de l'enseignement, suivre les déplacés jusque dans leur milieu de refuge. Un souci qui a fait que le chef de l'État puisse agir rapidement à travers ce ministre, venir ici trouver une solution urgente pour nos enfants, nos déplacés. Et cela justifie effectivement que nous sommes agressés parce qu'un Congolais ne peut pas faire ceci à un autre Congolais. En plus de la salle des classes remise ce jour, qui sera complétée par 9 autres salles de classe, au camp de déplacés de Boulengo, en ville de Goma, dans le quartier Lac Vert, les objets classiques ont été remis aux écoliers. Dans l'actualité également, la coalition, la Mouka, porte plainte contre le gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabea, pour tribalisme, tentative de meurtre et atteinte aux droits garantis aux particuliers. Plainte déposée à la Cour de cassation après de menaces et attaques enregistrées pendant la visite de Fayulu dans la province du Kasaï et de Kasaï central. Après Sepengela, le cadre de cette coalition évoque toutes les raisons de cette plainte. Il a également annoncé par ailleurs le retour de Martin Fayulu à Kinshasa. On l'écoute. Oui, mais écoutez, comme vous l'avez suivi, vous avez les images, la foule immense d'hier à Kananga. Le président élu a remercié la population de Kananga, femmes, hommes, jeunes qui sont venus l'accueillir, les chefs coutumiers, les notables de Kananga. Qui ont parlé, qui ont dit les problèmes, pas de route, pas d'eau, pas d'électricité. Le président a pris bonne note. Maintenant, le président rentre à Kinshasa. Effectivement, écrivez-nous, on va vous envoyer la plainte. Nous portons plainte contre M. John Kabea, le gouverneur du Kasaï central. Parce que les paroles ont la valeur des actes. Parce que les paroles donnent lieu à des actes. C'est les propos séparatistes, fratricides, tribalistes de M. John Kabea, interdisant aux Congolais d'autres provinces de ne pas se rendre au Kasaï, qui ont eu l'onde de choc dans le Kasaï, où à Tshikapa, un groupe de jeunes de l'UDPS sont venus attaquer la foule qui accompagnait Martin Fayulu. Donc, nous avons déposé plainte contre M. John Kabea. Ces messieurs doivent être arrêtés pour avoir tenu des propos qui ont donné lieu à presque un attentat manqué contre la personne de Martin Fayulu, parce que je vous le dis, ici au Kasaï, il y a eu beaucoup de blessés parmi la population, à coups de pierre des membres de l'IDPS. Il y a plusieurs policiers blessés, et ça, c'est à cause des propos de John Kabea, appelant à interdire à quiconque d'entrer au Kasaï, parce que selon lui, Kasaï est devenu une prison à ciel ouvert.
alors que le Kasaï fait partie du Congo et les enfants du Congo peuvent se rendre au Kasaï quand ils veulent, s'ils veulent. Concernant cette attaque de Martin Fayulu au Kasaï, le président de la République condamne les actes d'intolérance subis par le président de l'ECD lors de son arrivée à Chikapa dans le Kasaï. C'est Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, qui a révélé cette information dans un message sur son compte X ce lundi. Et le chef de validation d'une nouvelle feuille de route des réformes et de mesures gouvernementales pour l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Feuille de route 2024 adoptée par le comité de pilotage du groupe thématique climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et l'emploi. C'est Judith Soumismoa, ministre d'État en charge du plan, qui a présidé cette réunion en présence de plusieurs autres parties prenantes. C'est dans l'objectif de conduire la République démocratique du Congo vers son développement que s'est tenue la 2e réunion sur la validation des réformes et mesures gouvernementales relatives à l'amélioration du climat des affaires. Plusieurs membres du gouvernement représentant la présidence de la République, ceux du secteur public, partenaires techniques au développement, diplomates et autres personnalités ont pris part à cette rencontre présidée par la ministre d'État en charge du plan. Selon un état des lieux dressé par l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements ainsi que le baromètre national du climat des affaires, plusieurs hommes d'affaires et entrepreneurs rencontrent des difficultés d'investissement en RDC. C'est le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo, qui a présenté la nouvelle feuille des routes 2024, document qui décrit de manière détaillée les objectifs à atteindre pour l'assainissement du climat des affaires. Après quelques observations et propositions, le nouveau document a été validé sous réserve de quelques amendements. Pour la ministre de Plan, il s'agit d'une nouvelle étape franchie pour un assainissement complet du milieu des affaires congolais, conformément à la vision du président de la République. D'abord, tout part du fait que, comme vous le savez, pour le président de la République, sa vision est de pouvoir faire évoluer la République démocratique du Congo vers le développement en assurant qu'on ait un climat des affaires tel qu'on puisse attirer le maximum d'investissements au niveau du pays pour travailler vraiment au niveau économique et pouvoir développer économiquement le pays. Aujourd'hui, nous avons au niveau du comité de pilotage validé cette feuille de route qui reprend un certain nombre de réformes qui doivent être mises en œuvre au niveau sectoriel. Nous l'avons adopté avec un certain nombre d'amendements, mais mineurs, et ça va nous permettre de la porter au niveau du Conseil des ministres pour une validation au niveau politique. La nouvelle configuration de la feuille de route compte plusieurs réformes à subdivision en 3 matrices, notamment celle de mesures urgentes à mettre en œuvre par le gouvernement ou encore celle constituée des réformes en mettre en place dans un délai ne dépassant pas une année. Le nouveau document ainsi validé est issu des travaux de la retraite du groupe thématique des 113 experts qui ont eu lieu du 7 au 12 août 2023 à Bibois dans la commune de Lantélé. L'élaboration de la nouvelle feuille de route 2024 a été l'une des recommandations de la 106e réunion du Conseil des ministres du 28 juillet 2023 présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. La semaine de la mère et l'enfant, officiellement lancée ce lundi en présence de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi. À l'ordre du jour de cette campagne, la sensibilisation de la gente féminine et des acteurs y sont impliqués dans la lutte contre les mortalités infantines, dont les statistiques font état du décès de 4 femmes par heure, d'où l'engagement réitéré du ministère de la Santé et du système des Nations Unies pour tordre le cou à ce fléau. C'était ce lundi. Suivez. Décès de 4 femmes par heure en République démocratique du Congo par accouchement, des statistiques plus qu'affolantes en matière de santé maternelle et néonatale, pour autant de défis importants à relever au pays. Aussi faut-il monter de stratégies dans le sens de la lutte contre ce taux de mortalité assez élevé.
d'où l'organisation de la semaine dite de la mère et de l'enfant au centre éponyme de la commune de Ngaba. Campagne inscrite sous le parrainage de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi est menée en vue de la sensibilisation non seulement des enfants mais aussi des acteurs impliqués dans ce domaine. Dans son mot de circonstance au nom du gouvernement, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a juste réitéré l'engagement du gouvernement conformément à la vision du chef de l'État. Une vision traduite à travers sa politique de la santé universelle en vue de la lutte contre ce fléau. Pour arriver au résultat dont nous avons besoin, c'est-à-dire la réduction de la mortalité de la mère et de l'enfant, nous avons besoin de l'engagement politique au plus haut niveau. Le président de la République, par son engagement au travers de la couverture santé universelle, vous, madame la distinguée première dame, au travers de votre engagement médical, que ce soit pour les drépanocytaires, mais aussi pour la mère et l'enfant, le gouvernement de la République conduit par son Excellence Samalou Kondé Jean-Michel, ainsi que tous les membres du gouvernement sont engagés pour que cet engagement au plus haut niveau soit tenu par le gouvernement de la République. Ainsi, cet engagement du gouvernement est réitéré en même temps que celui du système des Nations Unies. Au nom des agences du H6+, je voudrais réitérer notre engagement à accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo dans la marche vers la couverture santé universelle et dans son initiative de la gratuité des accouchements. Après toutes ces péripéties protocolaires, place à la remise par la première dame de matériel destiné aux femmes. Des présents ont été donnés à des femmes sages. À l'occasion, l'épouse du chef de l'État Félix Tshisekedi a effectué la visite des locaux du centre mère et enfants et de prodiguer quelques conseils aux femmes sages présentes en face d'elle et par ricochet à toute cette corporation. En guise de satisfaction, de reconnaissance et de remerciement, les habitants de Ngaba ont dit au revoir à la première dame à travers une salve nourrie d'ovations. Dans la province de Tanganyika, la ville de Kalemi en pleine modernisation dans le volet infrastructure, les travaux de construction, assainissement et asphaltage de 12,5 km de la voirie urbaine ont été lancés par la gouverneure de province. Selon Julie Ngungwa, ces travaux s'inscrivent dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. La population de la ville de Kalemi va bel et bien vivre la matérialisation d'un rêve auquel elle tient le plus, le désenclavement d'une majeure partie de leur contrée. Pour appuyer cette initiative qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le gouvernorat de la province du Tanganyika, par l'entremise de son ministère des Infrastructures, a lancé quelques activités pour le développement de cette ville. À savoir l'avenue circulaire 5,6 km, l'avenue Bretel, route nationale 1,2 km, avenue Bakita 1,9 km, avenue Colline CFL 1 km, avenue Filtizaf 2,8 km. Ça sera une route à 2 voies de 1,4 km chacune. Ces travaux, qui vont durer 18 mois, ont été lancés par la gouverneure Julie Ngungwa. Très joyeuse de lancer les travaux. Nous sommes en train d'exécuter la volonté du chef de l'État. Il nous a placés à la tête de la province. Nous sommes son image et tout ce que nous pouvons faire, c'est satisfaire la population. C'est un projet, je pense, qui sera loué par la population du Tanganyika et ce n'est que les débuts. Une fois les travaux de la voirie urbaine des Kalemi finis, le processus des désenclavements des différentes voies des communications de cette entité territoriale sera aussi un facteur capital dans le développement de la province du Tanganyika. Parlons processus électoral dans ce journal. Contrairement en 2018, l'Union européenne va déployer une mission d'observation électorale en République démocratique du Congo en marge des scrutins présidentiels et législatifs prévus le 20 décembre. C'est le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, qui a fait cette annonce ce lundi dans un communiqué.
est attendu en République démocratique du Congo ce mois de novembre en mission d'observation électorale. La mission d'observation électorale sera dirigée par Malin Biok, député européen, et sera composée de 13 experts électoraux. 42 observateurs de long terme rejoindront la mission et seront déployés à travers le pays pour suivre la campagne électorale. Après deux défaites d'affilée, l'association sportive Vita Club renoue avec la victoire en championnat national de football. Cela après son succès de 3-2 face à l'Olympique Club Renaissance du Congo dimanche 5 novembre 2023 au stade Tata Raphaël de la Kétule à Kinshasa. Cette rencontre de la 9e journée du groupe B de la Ligue 1 jouée à huis clos fut très mouvementée après 4 pénaltys accordés par l'arbitre central. Cette victoire permet avec club de terminer la phase aller à la 2e place du classement avec 15 victoires. Pas de qualification. On a joué, on a gagné les 3 points, c'est l'essentiel. Sortir d'autant de défaites et gagner les matchs qui vont suivre ce jeu difficile, mais Dieu merci, on est arrivé à l'objectif. On a atteint l'objectif, c'est-à-dire les 3 points. Ça nous permet d'être 2e du coup. Nous qui étions 4e, en 2e position, c'est déjà une raison d'être satisfait. C'était un match difficile, les matchs de fonction des pénaltys, c'était difficile de savoir que ces matchs on va les gagner, mais comme on avait l'ambition, on avait la détermination. Même, on se disait même il reste 5 minutes, il faut toujours y croire. On a cru, on est allé jusqu'à la fin. Ok, on sera là. Un playoff, ça, avec club, c'est quel playoff ça? Les grands doivent, on appelle ça la Coupe des Grands. Donc, disons, c'est question de remobiliser le joueur. Il y a eu beaucoup de sens. Comme je disais tantôt, là, après autant de défaites, et à un certain moment, les jeunes n'y croyaient plus qu'ils vont gagner. Il fallait faire un travail mental et les faire croire que c'est possible. Beaucoup de regrets de notre part parce qu'on comptait vraiment remporter ce match parce que il y a vraiment, ça fait un temps que Renaissance n'a pas gagné l'SV Club. On comptait relever les défis, bon, ça n'a pas marché. La série peut continuer, peut aussi s'arrêter. Aujourd'hui, ça continue encore à la faveur des V Club. Félicitations à eux. Nous, de notre part, nous rentrons pour travailler ce qui n'était pas vraiment marché à la phase aller et retravailler ça à la phase retour pour espérer une place au play-off. Donc, ce sont des petites erreurs. Vous savez, le football, c'est juste dans des détails. On a marqué les premiers, nous avons encaissé une petite déconcentration, surtout sur le plan défensif. On a encaissé 3 buts et depuis qu'on a commencé le championnat, c'est la première fois que nous encaissons 3 buts. Donc c'était une surprise pour nous, mais c'est le rôle du football. Donc, nous rentrons pour corriger que cela n'arrive pas et surtout que les supporters entendent que Renaissance joue les playoffs. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve demain à 13h30 pour une nouvelle édition. Au revoir.